voix du peuple. Bonsoir Abidjan, bonsoir Lomé, bonsoir Conakry, bonsoir Dakar, bonsoir à toute l'Afrique. Heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K et la voix du peuple sur Radio Avolete, la voix de la résistance du peuple togolais. Côte d'Ivoire. Après le boycott de l'élection présidentielle, les élections législatives sont-elles un piège pour l'opposition ivoirienne? Interview exclusive avec Dr Gervais Boga Sako en ligne depuis l'Italie. Au Togo, arrestation des membres du syndicalistes enseignants. Le pouvoir togolais viole-t-il ses propres lois? Réaction, commentaires et analyse avec Maître Raphaël Pandé-Adjaré du mouvement Togo Debout et Alfred Atipoué de Synergie Togo. Et merci de nous être fidèles sur le 3xW canalk.ch et sur Radio Avolete. La voix du peuple. Radio Avolete. Interview, analysant, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Avolete. Radio Avolete, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio Avolete, la voix de la résistance du peuple togolais. Eh bien, comme annoncé, nous accueillons en ligne depuis l'Italie Dr Boga Sako. Bonsoir. Oui, bonsoir, cher ami panafricain, panafricaniste, si on veut, cher Amos, et je salue toute l'Afrique, tous les auditeurs, en tout cas tous les panafricains qui nous suivent. Dr Boga Sako est président fondateur de la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique FIDOP. Et nous accueillons également en France Maître Raphaël Pandé-Adjaré. Bonsoir. Bonsoir Amos, et je salue tous les auditeurs et toutes les auditrices de la radio Avolete. Je salue tous les panafricanistes qui nous suivent. Et Maître Raphaël Pandé-Adjaré est un des rapporteurs, ou bien un des porte-parole du mouvement citoyen Togo Debout. Rapidement, on va commencer avec une petite interview avec Dr Boga Sako, qui est ivoirien. Et Dr Boga Sako, vous le savez, l'année 2020 a été très mouvementée pour les peuples africains en termes de combat contre les troisièmes mandats en Guinée-Conakry, et comme dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Au Togo, Fonia Singbe brigue son 4e mandat, et justement l'année 2020 qui vient de s'achever. Dr Boga Sako, quel bilan faites-vous de la lutte du peuple ivoirien contre le 3e mandat d'Alassane Ouattara? Je pense que, comme vous venez de le dire, hein, on parle du peuple ivoirien, mais également on parle du peuple guinéen, comme on parle aussi du peuple togolais. Je pense que l'Afrique s'est distinguée par une prise de conscience sans précédent. Je pense que de plus en plus, nos populations ont pris conscience de ce que le pouvoir appartient au peuple. Parce que sans qu'on ne se parle, par les réactions des Ivoiriens, des Guinéens et même des Togolais, je pense que les populations, les peuples africains se disent trop c'est trop, à un moment donné il faut qu'on se lève. Je crois que notre grand combat en tant qu'élite, en tant qu'intellectuel, c'est d'amener nos populations à comprendre que le pouvoir qu'exercent les dirigeants africains ne leur appartient pas. C'est un pouvoir qui appartient d'abord au peuple. Et si les peuples prennent conscience, les dictateurs sur le continent ont des problèmes. Je pense que 2020, sans que nous ayons réussi à bouleverser, à renverser le président de la Guinée, le président de la Côte d'Ivoire, le président du Togo, au moins nous avons gagné en prise de conscience parce que les peuples se lèvent. Et comme le Mali l'a montré après le Burkina Faso, de plus en plus, les dictateurs ont des problèmes. Heureusement qu'il y a le Niger, où le président de la République a fait, après ses 2 mandats, a dit qu'il part. C'est déjà une leçon. Je pense qu'il ne faut pas désespérer, parce que le meilleur arrive pour l'Afrique. Les dictateurs, ce sont eux qui vont souffrir. La Côte d'Ivoire est en pleine expérience encore, et M. Ouattara n'en a pas fini. Il a juste
quelques mois où il pense qu'il a eu du répit, où il rêve de ce que la tempête est passée, mais le meilleur, lui, est réservé pour demain. Et j'ai dit. Exactement. Quand on parle de bilan, on veut savoir si ça a marché ou ça n'a pas marché, ce combat. L'Ivoirien qui nous écoute va dire quel a été notre bilan, positif ou négatif, en 2020 sur le combat que nous avons mené contre Alassane Ouattara. C'était ma question. Mais oui, j'y ai répondu, mais d'une certaine façon, et je vais reprendre d'une autre façon, peut-être sans doute la plus simpliste. Les Ivoiriens, oui, les Ivoiriens ont gagné en maturité parce que ce qu'ils ont démontré n'a jamais été vu auparavant dans notre pays. Pour la première fois, un peuple uni s'est dressé contre un dictateur. Le 31 octobre 2020, une élection présidentielle s'est déroulée, soi-disant, dans mon pays, et 90% du peuple s'est dressé et a dit non, il n'est pas allé voter. Et donc, M. Ouattara est l'un des rares présidents dits de la République dans le monde qui aura eu 10% de taux de participation. Et ce taux-là est confirmé par la plupart des médias du monde. Il a eu à sa rescousse la France qui est venue l'aider, mais malheureusement cela n'a pas abouti. Et donc, je félicite le peuple de Côte d'Ivoire qui a suivi l'opposition, parce que l'opposition n'a été qu'en réalité une cellule d'organisation, mais c'est le peuple qui a parlé. Et le peuple s'est manifesté très positivement, si bien qu'aujourd'hui, nous sommes à l'aise dans cette Côte d'Ivoire-là, où le peuple a désavoué un dictateur qui a fait 2 mandats tranquillement et qui a voulu s'imposer pour un 3e mandat. Donc notre bilan, il est positif, en ce sens que le peuple a réagi comme il se devait. Toutefois, le dictateur est encore là, ce qui signifie que le combat n'est pas encore terminé. Le combat continue et vous êtes également sur Radio à volonté et Canal K. Et nous, les Togolais, Radio à volonté pour nous, c'est le combat qui continue. Vous l'avez aussi confirmé tout à l'heure. Alors, Dr Boga Sako, en termes de bilan de lutte du peuple ivoirien contre le 3e mandat de Alassane Ouattara, nous allons parler du rôle qu'a joué la diaspora ivoirienne dans son ensemble. Alors, selon des Ivoiriens qui sont sur le terrain, je veux dire en Côte d'Ivoire, ces Ivoiriens qui font face à la dictature de Ouattara, la diaspora ivoirienne s'est plutôt cachée derrière les réseaux sociaux pour lancer des mots d'ordre aux populations, dont certains ont été tués cette année 2020 pendant la crise. Alors selon vous, Dr Boga Sako, et sans langue de bois, la diaspora ivoirienne a-t-elle joué un rôle vraiment prépondérant dans cette lutte que vous avez menée contre le 3e mandat d'Alassane Ouattara? Je peux dire oui. La diaspora a mené la lutte comme il se devait. Cher ami, je suis en exil depuis 10 ans. Je ne suis pas de la diaspora. Je ne me suis jamais considéré comme un membre de la diaspora. Mais mon exil, à cause de la grave crise de 2010, où M. Ouattara a été soutenu par la France, m'a éjecté dehors en tant que militant des droits de l'homme où ma vie était menacée. J'ai parcouru la diaspora dans toute l'Europe. J'ai été invité pratiquement dans toutes les grandes capitales et j'ai fait les États-Unis régulièrement. Je suis bien placé pour dire chapeau à la diaspora. Ceux qui disent que la diaspora se met derrière les claviers pour envoyer les enfants des gens dans la rue, ils se trompent, ce n'est pas vrai. La diaspora que j'ai pratiquée, qui est allée à La Haye, maintes fois, qui a manifesté à Paris, qui a manifesté à Genève, qui a manifesté à New York, cette diaspora ivoirienne, elle a sauvé le combat. En tout cas, avant même le 3e mandat, jusqu'à ce que M. Laurent Gbagbo soit libéré, mais en plus, dans ce 3e mandat. Et dans la lutte contre le 3e mandat, la diaspora n'a pas évolué en singleton. Elle a évolué en concomitance, en partenariat avec toute l'opposition ivoirienne, qui était centrée dans les mains du président Henri Konan Bédié, mais également lui-même en tandem avec le président Laurent Gbagbo, qui maintenant n'est plus en prison, mais se trouve à Bruxelles. Et la diaspora a tenu le flambeau. J'étais pratiquement sur tous les médias, notamment sur Afrique Média, où mes compatriotes me suivaient en direct. Mais on était en même temps à Paris, on a organisé de grandes manifestations. Je me rappelle encore le 15 août 2020, où toute la diaspora ivoirienne, mais également après, on a été soutenu par la Guinée équatoriale, même par le Togo, par toute la diaspora panafricaine, et on a manifesté pratiquement à Paris. Donc, quand les gens disent
que la diaspora lance des mots d'ordre pour les gens dans la rue. Non, mais on travaillait avec quand on parle de désobéissance civile, c'est l'intérieur, l'opposition à l'intérieur qui a lancé, mais la diaspora a repris cela. Et toutes les chancelleries ont été visitées dans les manifestations. Donc je crois que c'est un mauvais procès. De toute façon, quand M. Ouattara est arrivé et que l'opposition était muselée en Côte d'Ivoire, qui a fait sauver le combat pour que jusqu'à ce que M. Laurent Gbagbo soit libéré? C'est la diaspora. Donc aujourd'hui, les diasporas ont compris qu'elles doivent travailler en tandem avec l'opposition à l'intérieur du pays. Parce que nous ne sommes pas dans le pays, nous sommes à l'extérieur. Mais on ne peut pas non plus se hasarder à lancer des mots si on n'est pas en connexion avec l'intérieur du pays. Donc cette fois-ci, dans le combat contre le troisième mandat, M. Bédié, avec Afi Nguessan, qui étaient les deux principaux leaders à la tête de toute l'opposition, ont eu des échos. Et même nous, à l'extérieur, on s'est organisé pour que l'organisation de l'opposition à l'intérieur du pays ait la même représentation à l'extérieur. Je suis à l'extérieur ici avec des anciens ministres, des partisans de M. Gbagbo, des partisans de M. Bédié, des partisans de Guillaume Soro et tout. C'est comme ça qu'on a été organisé. Donc on a réussi un bon partenariat. Il ne faut pas que les gens fassent un faux procès à la diaspora. Tout à fait. On va parler de cette élection législative qui est en train de se préparer en Côte d'Ivoire, et participer ou ne pas participer, c'est finalement une question de réflexion profonde après le boycott de l'élection présidentielle. Alors, nombreux sont ceux qui pensent qu'en participant à ces élections législatives, l'opposition ivoirienne accompagne le légitime Ouattara et son système qu'elle prétend combattre. Alors, Dr Boga Sako, beaucoup d'Ivoiriens se retrouvent de plus en plus confus devant cette situation. Vous, en tant que leader de la société civile, quelle est votre position par rapport aux prochaines élections législatives en Côte d'Ivoire? Je vais être clair avec vous. Cela fait plus d'une dizaine d'années que l'opposition a tout boycotté. Et avec des arguments fiables et contestables. Pourquoi? Parce que celui qui est à la tête du pouvoir, là, en Côte d'Ivoire, là, il ne connaît pas la démocratie. Il ne connaît que la violence. Il ne connaît que la violence. Les principes démocratiques, il s'en fout. La preuve. Monsieur Laurent Gbagbo est acquitté. Il a le droit de se présenter à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Monsieur Ouattara lui a collé un procès, 20 ans. Donc il a recalé. Monsieur Laurent Gbagbo va toucher la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui sort une décision pour dire à l'État de Côte d'Ivoire, remettez monsieur Laurent Gbagbo dans la course. Monsieur Ouattara dit qu'il s'en fout. Donc, je vous décris là un dictateur. Mais à quelle élection allez-vous aller avec un dictateur et puis espérer gagner? Le monsieur a la commission électorale indépendante dans sa poche. C'est lui qui dicte les résultats. Par exemple, s'il y a 250 députés, il peut dire, donnez-leur 30 députés, ou 40 députés, ou 50 députés. Il n'y a pas de démocratie. Donc notre pays est en mal de démocratie. Notre pays est en mal d'état de droit. Notre pays est en mal de mauvaise gouvernance, est en mal de bonne gouvernance, pardon. Qu'est-ce qu'il faut faire? La façon dont nous avons mené le combat contre son troisième mandat inconstitutionnel et que le peuple nous a suivis à 90%, nous aurions dû continuer. Malheureusement, le CNT, le Conseil national de transition qu'on a lancé et qu'il a fait trembler, parce que l'opposition s'apprêtait même à nommer un gouvernement. M. Ouattara est descendu de ses grands chevaux, il a couru chez M. Bédié pour avoir un tête-à-tête. C'était le 11 novembre 2020. À partir de là, le CNT lui-même nous a un peu divisé aussi au niveau de ce que le CNT, ce Conseil national de transition, n'avait pas d'assises juridiques. Mais maintenant où on parle de dialogue national, M. Bédié dit, bon, on laisse le CNT, imposons un dialogue national inclusif dans lequel tous les fils de la Côte d'Ivoire vont se retrouver. On va régler cette question du troisième mandat et puis on va aplanir tous nos différends de sorte qu'à partir de là, on puisse organiser des élections sans qu'il y ait de mort d'homme. C'était la meilleure chose. Malheureusement, M. Ouattara a piégé l'opposition en lançant les législatives. Et certains ont dû là l'occasion certainement de briguer des postes pour qu'on ne puisse plus rester là sans responsabilité. Docteur Boga Sako, vous pensez vraiment que l'opposition est en train de tomber dans le piège de Ouattara en voulant participer à ces élections législatives? Exactement, parce que si son troisième mandat est inconstitutionnel, en créant le Parlement et puis en y introduisant les députés, même s'il y a 2 députés seulement de l'opposition, mais on a légitimé, on a régularisé
son troisième mandat. Pourquoi? Parce que l'exécutif, il fonctionne sur la base du législatif. Parce que j'explique en tant qu'enseignant que exécutif, là, ça veut dire exécuter. On exécute les lois que le Parlement nous donne. Or, dans le Parlement, là, l'opposition va y entrer. À partir de là, vous ne pouvez plus dire qu'il n'est pas, son mandat n'est plus validé. Puisque vous allez lui donner des lois qu'il doit appliquer. En appliquant là, finalement, vous le reconnaissez. En rentrant dans le jeu, vous le reconnaissez. Pour moi, il aurait fallu continuer de le combattre. La manière dont nous avons bloqué les présidentielles, on aurait pu bloquer aussi les législatives. Et en ce moment-là, vous alliez voir que dans la plupart des villes qui lui sont défavorables, on n'allait même pas avoir d'élection. Il n'y aurait pas eu de députés. Et sauf dans le Nord, où sur les 250 députés, il peut y avoir 80 députés. Mais en ce moment, il serait obligé de revenir sur la table des négociations pour que nous puissions organiser les législatives dans les autres départements. Voilà un peu ce qu'on n'a pas pu faire. Et là, on s'en va l'accompagner. Et vous allez voir qu'il va nous donner quelques députés. Et on n'aura plus le droit de dire que son troisième mandat n'est pas consommé. Hélas. Exactement. Merci beaucoup, Dr Bouga Sako. Vous allez quand même rester avec nous pour continuer le débat panafricain dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K et sur Radio Avouleté. Nous accompagne également dans ce débat Maître Raphaël Pandé Adjaré, qui est un des porte-parole du mouvement citoyen Togo Debout. Et Maître Raphaël Pandé Adjaré, justement, vous avez suivi Dr Bouga Sako sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Et on va résumer la situation de l'Afrique francophone sur ce plan. 54 ans de pouvoir de Faure Gnassingbé au Togo, 54 ans de règne également des familles Bongo au Gabon. Beaucoup de pays africains, on parle de présidence à vie. En 2021, comment les peuples africains doivent-ils réorienter la lutte selon vous, Maître Raphaël Pandé Adjaré? Vraiment, j'ai suivi avec attention le docteur, Bouga Sako, qui a dit une chose qui est très très importante. Et ce qu'il a dit que je dois noter, c'est que en 2020, si les peuples togolais, ivoiriens et guinéens n'ont pas pu renverser les présidents Faure Gnassingbé, le président Alassane Ouattara et le président guinéen Alpha Condé, ce n'est pas un échec. Les peuples africains ou les peuples togolais, ivoiriens et guinéens n'ont pas démérité. Mais ils ont fait asseoir ce qu'on peut appeler désormais, Amos, une prise de conscience générale et généralisée que Alpha Condé, Faure Gnassingbé et le président Ouattara sont en train d'exercer des mandats illégitimes, même illégaux. Ces personnes ou ces chefs d'État, s'ils sont aujourd'hui encore au pouvoir, c'est parce qu'ils ont instrumentalisé la force armée et la justice, donc les institutions. Ils ont fait en sorte que ces institutions qui devraient protéger le peuple soient acquises à leur cause. Et donc, eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils ne sont pas les élus du peuple. Le président Faure Gnassingbé n'est pas l'élu du peuple togolais. Le président Alassane Ouattara n'est pas l'élu du peuple ivoirien. Le président Alpha Condé n'est pas l'élu du peuple guinéen. Et c'est tellement clair dans les esprits, c'est clair dans leur propre esprit que aujourd'hui, les peuples de ces différents pays doivent s'enorgueillir. Même si les dictatures existent, eh bien, je crois que la durée de vie de ces dictatures n'est plus encore loin. Maître Raphaël Pandé Adjaré, je vais reformuler ma question puisque les auditeurs attendent beaucoup de réponses de la part des panafricains, puisque on se dit un peu désabusé, fatigué de ces luttes contre ces dictateurs africains. Alors comment les peuples africains doivent-ils relancer le combat de libération en 2021 lorsque plusieurs chefs d'État ont verrouillé pratiquement tout leur système électoral et imposent des élections à leurs oppositions et à leur peuple. Le boycott des élections profite plutôt aux dictateurs et en même temps, ces élections n'ont pas de sens aux yeux des peuples africains qui ont perdu toute voix dans le choix de leurs dirigeants. Maître Raphaël Pandé Adjaré. Amos,
Tiens, je dis tout simplement que les peuples africains n'avaient pas de mérité. En 2020, les peuples africains ne doivent pas se résigner par rapport au combat. Les peuples africains doivent penser, surtout, je donne l'exemple de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Guinée et du Togo pour dire qu'ils doivent penser, ces peuples doivent penser qu'ils ont gagné un combat d'étape. C'est une étape du combat. La prise de conscience. Qui veut que l'on sache que ces gens qui sont à la tête de nos pays ne dirigent pas les pays dans l'intérêt des populations, mais dans leur propre intérêt et dans l'intérêt de ceux qui les maintiennent au pouvoir. C'est un combat d'étape. Au Togo, de Lomé à Saint-Cassé, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le monde sait que Faure Gnassingbé n'a pas gagné l'élection présidentielle du 22 février 2020. C'est la même chose en Côte d'Ivoire, c'est la même chose en Guinée. Donc cette prise de conscience que le pouvoir que ces gens exercent, ces chefs d'État exercent aujourd'hui, c'est un pouvoir légitime, doit nous donner encore une nouvelle force et une nouvelle vigueur à persévérer dans cette lutte et à ne pas se résigner, à dire que nous avons gagné un combat d'étape, soudons nos coudes, ayons les coudes franches, ne nous résignons pas, continuons ce combat jusqu'à ce que on puisse renverser cette dictature qui veulent faire de la direction des affaires de la cité ou de la direction des affaires de l'État une propriété privée. Donc pour moi, il ne suffit pas de relancer un combat, Amos. Il suffit de continuer une bataille que nous avons entamée depuis et que maintenant peut-être il faut savoir quelle orientation donner. Parce que je me dis, si nous pensons que 2020, pour les peuples guinéens, togolais et ivoiriens, a été un échec, il faut dire qu'il faut recommencer le combat. Non, il ne suffit pas de recommencer un combat. Il faut continuer un combat pour dire que nous avons fait l'expérience et nous avons pris conscience que ces personnes, en réalité, ne valent plus et ne gèrent pas le pays dans l'intérêt des populations. Continuons ce combat. Ne tombons pas dans leur piège. Et c'est ce que mon confrère a dit tout à l'heure, dans les poursuites des préparatifs des élections qu'ils organisent. Les législatives qui se profilent à l'horizon en Côte d'Ivoire, au Togo, on veut organiser les élections régionales. Nous sommes sortis d'une élection. Nous sommes dans un contentieux électoral. Ce contentieux n'est pas fini. Et on veut organiser encore une élection. Mais, si le contentieux électoral de 2020 n'est pas encore terminé tout simplement parce que les règles qui ont présidé à l'élection, à l'organisation de l'élection présidentielle de 2020 n'étaient pas bonnes, comment on peut croire à des élections régionales qui se profilent à l'horizon? Je me répète. Maître Raphaël Pandé Adjaré, mais le boycott, le constat est fait, hein, je vais quand même vous relancer, le boycott des élections profite plutôt aux dictateurs africains. Amos, je ne parle pas du boycott. Ça fait la deuxième fois que je le dis sur votre antenne. Je ne parle pas du boycott. Je voudrais dire, Amos, je donne pas l'exemple de l'ANC. La dernière fois quand j'ai écouté M. Éric Dupuis a dit, ce qui s'est passé le 22 février 2020, c'est tout sauf une élection. Je le cite, hein, c'est tout sauf une élection. Et donc son parti, l'ANC, a demandé qu'on réorganise l'élection présidentielle. Que ce qui s'est passé, ce n'est pas une élection, il faut réorganiser les élections. C'est la même chose que la dynamique, Monseigneur Kodjoulou revendique, c'est la même chose que les autres partis politiques de l'opposition. Cela voudrait dire que ce qui a conduit au pouvoir de Faure Gnassingbé actuellement au Togo n'est pas une élection et donc ce pouvoir est illégal et illégitime. Maintenant, Amos, si on doit être cohérent envers nous-mêmes, comment ce pouvoir, dans les mêmes conditions, va nous appeler à d'autres élections régionales et nous allons courir vers ce pouvoir? C'est la question que nous devons nous poser. Et donc, si nous voudrons gagner ce lutte, il faut que, excusez-moi, il faut alors lui donner un certain sens, un minimum de cohérence dans les actes que nous posons. Nous ne pouvons pas dire que le pouvoir qui nous régente est un pouvoir illégal et est un pouvoir illégitime, et tout le monde le sait. C'est une affirmation, c'est vrai que c'est un pouvoir illégitime.
Et quand ce pouvoir veut organiser des choses qui engagent l'avenir de la nation, eh bien, nous courons vers ce que nous qualifions comme illégaux, ce que nous qualifions comme illégal. Nous devons donner un sens aux élections en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Togo, en Guinée. Si les élections sont organisées pour que ceux qui sont là légitiment leur pouvoir, mais il ne s'agit pas de parler du boycott. C'est une question de cohérence. D'accord. Et donc, moi, je dis, Ok. aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est donner un sens aux élections, c'est donner un sens à la lutte. Pour donner un sens aux élections, il faut alors redonner aux élections le sens que l'article, je crois, 22 de l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme leur donne, à savoir des élections libres, des élections périodiques. Mais ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé au Togo, ce qui s'est passé en Guinée, n'est pas d'élection libre. Ce n'est pas d'élection. Amos, lorsqu'on fait les élections, au moment où on est en train, d'abord, les candidats envoient leurs membres dans les bureaux de vote, on les chasse des bureaux de vote. Ensuite, au moment de la compilation des résultats, on encercle les candidats, la maison ou bien le domicile des candidats. En Guinée, on a encerclé le domicile de Sédou Dalein Diallo. En Côte d'Ivoire, on a encerclé le domicile d'Amphi Nguessan. On a encerclé le domicile de Bédié. Au Togo, on a encerclé le domicile d'Agbeome. Mais comment vous voulez que ces dictateurs qui viennent encercler vos domiciles au moment où on est en train de faire le décompte des voix, comment vous voulez compétir avec ces gens? C'est de cela qu'il s'agit. Exactement. On va parler beaucoup plus d'approche de solutions. Je vais relancer Dr Boga-Sako sur la même question. Dr Boga-Sako, comment les peuples africains doivent-ils relancer leur combat de libération en cette année 2020 et lorsque plusieurs chefs d'État ont verrouillé pratiquement tout leur système électoral et imposent des élections à leur opposition et à leur peuple. Le boycott des élections profite plutôt aux dictateurs et en même temps ces élections n'ont pas de sens, comme vient de le dire Maître Raphaël Pandé-Adjaré, Dr Boga-Sako. Oui, je voudrais saluer encore une fois mon copanéliste, Maître Adjaré. Oui, Adjaré, merci beaucoup. Moi, je l'écoute avec attention et comme vous remarquez très bien, mon cher Amos, nous ne sommes pas opposés parce que nous nous comprenons et donc nous nous complétons. Moi, je suis parfaitement d'accord avec lui. Je crois que le combat que nous avons à mener pour tout le continent africain, la première des choses, c'est de créer les conditions d'une vraie démocratie en Afrique et d'un vrai état de droit. Quand nous avons réussi ce pari, les élections vont se dérouler en Afrique, ce sera une fête. Parce qu'à la vérité, la démocratie, c'est une fête. C'est un peu exactement comme dans le Togo, il y a plusieurs équipes de football, et lorsqu'il y a le derby des deux grandes nations, des deux grands clubs de football, tout le Togo se lève, et quand l'un a gagné, le peuple est content pour ceux qui ont gagné, et le peuple ne se tue pas pour ceux qui ont perdu. La démocratie, c'est un jeu. Malheureusement, en Afrique, sur tout le continent, lorsqu'il y a des élections, les gens ont leur calculatrice pour savoir combien de morts il y aura cette fois-ci, hélas. Donc, quand on est des élites conscientes, des intellectuels conscients, des démocrates en puissance, battons-nous pour qu'il y ait les conditions créées pour la démocratie et après, cela va rouler. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire, lorsque M. Laurent Gbagbo, avant même qu'il n'arrive au pouvoir, il s'est battu toute sa vie pour qu'il y ait un minimum de conditions électorales équitables. C'est lui. C'est pour ça que moi, dans mes livres que j'ai écrits, je l'ai baptisé le père de la démocratie. Parce qu'en 90, c'est lui qui se bat pour que le multipartisme advienne. Et après, il se bat pour que les règles soient équitables et qu'il y ait une commission électorale indépendante et qu'il y ait, on remet le PV électoral à chaque représentant de chaque candidat dans les bureaux de vote. Tout ça, c'est du Laurent Gbagbo. Avant que finalement, en 2000, il n'accède au pouvoir. Il a commencé en 88. En 82, mais son parti naît en 88. Oui, c'est un parcours. Regardez dans mon pays, même là où on va aller à des législatives, il aura encore mort d'homme. Parce que M. Ouattara ne lâche pas. Il ne lâche pas. Donc, comment voulez-vous que nous puissions l'accompagner? C'est pour ça que la stratégie que vous me demandez, et je vais terminer par là de façon précise, premièrement, il faut que l'opposition soit unie. Quelles que soient toutes les tendances.
ayons un minimum de plateforme pour nous mettre d'accord. Si on dit que nous devons aller à des élections, travaillons ensemble pour voir quelles sont les stratégies qu'on met en place. Si nous avons gagné dans telle localité et que le monsieur nous arrache notre victoire, voici comment nous faisons pour le contrecarrer. Voilà. Est-ce que nous y allons? Si nous n'y allons pas, voilà comment nous devons le contraindre. Parce que la vérité, nous voulons tous aller à toutes les élections dans nos pays. Mais si on est parti déjà perdant, à quoi ça sert d'y aller? Donc, dans la stratégie, travaillons pour qu'il y ait un minimum. Et si jamais le dictateur veut nous voler notre victoire, voilà comment nous faisons pour le contrer. Et même au-delà, en interne, nous nous organisons. Premièrement, unité. Deuxièmement, stratégie commune. Troisièmement, ayons des relais à l'extérieur. Ayons des partenaires à l'extérieur, en dehors de la France. Si nous savons que le monsieur est très ancré dans le pouvoir français, comme M. Ouattara est devenu pratiquement l'aile de la France en Afrique, qui veut saboter l'écho, qui est le patrimoine des Africains, en l'engluant dans le moule français, alors ayons d'autres partenaires. Et l'exemple que nous donne aujourd'hui la Centrafrique est extraordinaire. Le président centrafricain a réussi à être ce qu'il est, alors qu'il aurait pu être mangé dans la sauce france-africaine depuis. Il a été très intelligent. Ayons des partenaires en dehors de la France. Je pense que ça peut sauver l'Afrique. Il ne s'agit pas d'aller se donner à la Russie, il ne s'agit pas d'aller se donner à la Chine, mais il s'agit de nouer des partenariats qui peuvent créer l'équilibre avec la France. Je me rappelle encore du président syrien, Bachar el-Assad. Aujourd'hui, il ne serait plus jamais président s'il n'avait pas eu un appui appelé la Russie. C'est ce qui a fait que de François Hollande jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à M. Macron, ce président-là, finalement, ils l'ont laissé en paix parce qu'il a eu à s'adosser à un allié. Je pense que c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui en tant que nouvelle génération. Il ne s'agit pas d'aller se vendre, mais il s'agit d'équilibrer les forces pour que nous puissions exister par nous-mêmes, pour nos peuples. Voilà. Docteur Bokassa-Ko, merci beaucoup. Nous allons toujours continuer par des appels de solutions puisque les auditrices et auditeurs sur Radio Canal K, sur Radio Avouleté veulent plutôt avoir des conseils en termes de solutions. Que devons-nous faire concrètement? Comment réorienter cette lutte? Alors, Maître Pandé Adjaré, dans plusieurs pays africains, francophones surtout, l'armée a pris trop de poids dans la gestion du pouvoir public, politique et civil. Et le constat est amer, que justement c'est ces armées-là qui effectivement est un vrai handicap pour les mobilisations, qui n'arrivent que rarement à faire fléchir les dictateurs africains. Alors Maître Pandé Adjaré, est-ce que vous faites la même lecture de la situation et quelle approche de solution? Je crois que l'armée fait partie des institutions dans un pays. Et l'armée a pour but fondamental de défendre l'intégrité du territoire et donc de protéger ses citoyens contre une invasion ou bien une annexion, une agression extérieure. Donc, en fait, je ne vais pas prendre de manière isolée l'armée, Amos. Je voudrais prendre l'armée en tant qu'une institution. Et l'armée, en tant qu'une institution, vient à la suite des autres institutions du pays. Et quand j'ai écouté tout à l'heure mon copanéliste, il a dit quelque chose de très important. Battons-nous pour avoir les conditions minimum pour une élection acceptable. Battons-nous pour que l'élection, en tant que mode de conquête, d'exercice et de dévolution du pouvoir politique, puisse avoir un sens. C'est-à-dire, on va pour élire, mais on ne va pas pour choisir. On va pour élire, on va pas pour nommer. On va pour avoir la liberté de compétir, c'est-à-dire que avoir presque les mêmes chances, les mêmes moyens pour aller à une compétition. C'est de cela qu'il s'agit. Amos, et vous savez, je ne peux pas aller à une élection. Je voudrais enlever de l'idée de ceux qui nous écoutent que nous sommes en train d'appeler au boycott. Non, ce n'est pas ça. Mais je ne vais pas aller à une élection quand je sais que celui qui dirige la Cour constitutionnelle, celui qui dirige la CENI, n'a pas les coudées franches de me proclamer vainqueur si je remporte ces élections.
Je ne peux pas aller à une élection lorsque je sais que au lendemain, de la proclamation des résultats, l'armée viendra encercler ma maison. Donc, si vous me posez le problème de l'armée, je vais mettre l'armée dans le corps des institutions. C'est-à-dire, par exemple, en matière électorale, j'ai la CENI, j'ai la Cour constitutionnelle, et dans un pays, j'ai en plus de ces deux institutions, la justice et puis l'armée. Vous savez, je vais donner un exemple. Ce qui s'est passé aux États-Unis. Si les États-Unis étaient un pays africain, je crois que Donald Trump serait encore au pouvoir. Quand, je ne sais pas si vous avez écouté l'émission, la chronique de Jean-Baptiste Placard, l'éditorialiste sur RFI, le 9 janvier passé. Il a dit ceci, je cite, « Si les institutions n'avaient pas été aussi solides aux États-Unis, Donald Trump aurait probablement eu gain de cause et donc subtilisé la victoire de l'homme élu par le peuple américain. » D'accord. C'est ce qu'il avait dit. Donc, il faut mener un combat solide et franc et cohérent pour que les institutions qui sont impliquées dans l'organisation des élections, qui donnent un sens aux élections, à ce qu'on puisse parler d'une démocratie dans un pays, que ces institutions soient crédibles. Voilà ce qu'il y a. Et l'armée fait partie de ces institutions. Et je crois qu'on va en arriver. Vous voyez ce que l'armée fait au Togo. Vous voyez ce que le SCRIC Togo, je pense qu'on va en arriver. En tout cas, Maître Bandé Adjaré, et pour rappel, hein, vous étiez également membre du CST, Collectif Sauvons le Togo. Le Collectif Sauvons le Togo avait mobilisé plus d'1 million de Togolais dans les rues de Lomé, mais cette mobilisation a été matée par l'armée, et on l'a dit, hein, l'armée est considérée comme un vrai handicap des mobilisations en Afrique, surtout qui n'arrive que rarement à faire réfléchir les dictateurs. J'ai un mot quand même à dire là-dessus aussi, si tu permets. Oui, on va vous poser la question sur ça. On va voir ce que Bandé Adjaré. Comment quand même conscientiser l'armée africaine, selon vous, Maître Bandé Adjaré? Je crois que l'armée africaine doit savoir que ceux qui sont dans l'opposition ou ceux qui luttent pour que la démocratie soit en Afrique, ce n'est pas une lutte contre l'armée, ce n'est pas une lutte contre qui que ce soit. C'est une lutte pour nous tous. Et l'armée doit beaucoup être républicaine. Ça devient aujourd'hui un effet de langage. Mais quand on parle du caractère républicain de l'armée, c'est que l'armée s'abstienne de s'immiscer dans le jeu politique. L'armée doit, enfin, à me résumer, Amos, je dirais au Togo ou dans les pays africains, que l'armée et la justice, en résumé, que les institutions cessent de se considérer comme des entreprises personnelles des dirigeants. D'accord. Mais qu'elles sachent qu'ils sont là pour les intérêts des populations. Vous parlez de la manifestation du 12 juin 2012 du collectif Sauvons le Togo. Vous avez vu la manière inouïe, primitive et la manière brute avec laquelle cette manifestation a été réprimée, avec des blessés, des gens qui sont... Mais écoutez, je pense quand même que nous devons faire en sorte que les armées africaines comprennent qu'elles ne sont pas là pour protéger une seule personne, pour protéger un prince. Non, mais l'armée est là pour protéger toute la population. Et lorsqu'il y a couvre-feu, lorsqu'il y a un citoyen qui enfreint la loi, ou bien qu'on pense avoir enfreint la loi, il faut l'interpeller avec le minimum de décence. Il ne faut pas déverser sur lui la force brute qui puisse quand même nous déshumaniser. Eh bien, la personne qui est victime de la force et la personne qui exerce la force. J'ai encore en idée ces dossiers que nous avons encore au Togo, où il y a des gens qui sont interpellés, qui sont torturés, qui subissent des pelotons d'exécution. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts dessus de la torture au Togo. D'accord. On en parle encore. On comprend. Et donc moi, je crois que l'armée doit vraiment jouer son rôle et revertir le caractère d'une armée
républicaine. Tout à fait. Docteur Boga Sako, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire par rapport à l'armée africaine, hein, qui doit être républicaine selon ce que vient de dire également Maître Kpandi Adjaré. Je vous repose la même question. Dans plusieurs pays africains, francophones surtout, hein, Docteur Boga Sako, l'armée a plutôt de poids dans la gestion du pouvoir public, civil et politique. Et le Conseil admet que ce sont ces armées qui sont vraiment un vrai problème, hein, un handicap pour les mobilisations qui n'arrivent que rarement a fait fléchir les dictateurs africains. Et je pense que vous faites la même lecture, mais quel approche de solution selon vous devant cette situation, Dr Boga Sako? Oui, je pense que mon frère et ami copanéliste a dit vraiment un certain nombre de choses. On vit la même situation, hein, d'un pays à un autre, parce qu'en réalité, sur quoi repose la dictature d'un dictateur? Je préfère cette tautologie-là. La dictature du dictateur, là, repose en général, sur l'armée. Parce qu'il est sûr qu'il a l'armée avec lui, c'est pour cela qu'il se permet de faire chanter le peuple, d'imposer au peuple, lui seul, sa volonté. Il pense qu'il a l'armée en poche. Et donc c'est ça qui fait le mal aujourd'hui. Et donc, il ne revient qu'au peuple de séduire par son mécontentement, par son soulèvement, et très souvent, l'armée se trouve vaincue. Quand l'armée est vaincue, le dictateur est vaincu. Regardez le dernier cas sur le continent africain, au Mali. Pendant 5 mois, le peuple a manifesté tous les vendredis à l'appel d'un imam, l'imam Diko. Tous les vendredis, lorsque les gens allaient à la prière, l'imam prêtait sa voix à la lutte. Ça a duré 5 mois. Le pays est paralysé. Et l'armée a tranché. L'armée a pris le camp du peuple. L'armée a accompagné le président à rendre sa démission. Et c'est fini. Le Mali a été libéré. Donc, quelque part, nos armées doivent choisir le camp du peuple. L'armée n'est pas à la solde du dictateur qui règne. L'armée, là, l'armée appartient au peuple. Parce que dans la philosophie de l'armée est là pour protéger d'abord le peuple. Dans mon pays, la gendarmerie a une bonne devise que je pense qui est pratiquement la devise de toutes les armées. Pro patria, pro lege, pour la patrie et pour la loi. Lorsque la loi est touchée, lorsque la loi est violée, lorsque la constitution est violée, l'armée est debout. Parce que sans la constitution, sans la loi, l'armée n'est pas l'armée. Mais aussi l'armée, sa première mission, c'est de défendre la patrie. Et non défendre un individu. Donc je pense que autant nous avons réussi petit à petit à sensibiliser et à éduquer nos populations pour qu'elles sachent, pour que cette population comprenne que le dictateur là, il n'est rien sans toi, le peuple. De la même manière, l'armée doit pouvoir comprendre que, à la vérité, l'individu qui est au pouvoir, il n'est rien sans le peuple et sans l'armée. Donc je pense que l'exemple du Mali doit contaminer toute l'Afrique. Mais avant le Mali, il y a eu le Burkina Faso. La révolution qui a eu lieu en 2014, pour que Blaise Compaoré tombe en novembre, c'est le peuple qui s'est levé et l'armée doit savoir que quand le peuple est fâché, devant la fougue du peuple, aucune armée ne peut résister. Étudions même la Révolution française de 1789. Quand le peuple est debout, l'armée se noie. Parce que le peuple peut emporter l'armée. Et l'armée a intérêt à prendre le parti du peuple. Aujourd'hui, si le Togo souffre, aujourd'hui, si la Guinée souffre, aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire souffre, c'est parce que le dictateur a encore réussi à avoir quelques pions dans l'armée qu'il manipule en les proposant. Tout le monde a vu en Côte d'Ivoire, hein, il a proposé des centaines de millions aux chefs de l'armée et de la gendarmerie et de la police qu'il contrôle. Il a rencontré aussi des milices qu'il contrôle. Mais attendez, la vague du peuple, quand elle se lève, quand il se lève, le dictateur sort par la fenêtre. Je termine en donnant le témoignage de la Côte d'Ivoire. On est en 2000, on est allé à une élection présidentielle. Le chef de l'armée, qui était putschiste, qui s'appelle Guy Robert, général de l'armée, il est au pouvoir, il a fait un coup de 98, il décide d'organiser des élections face à un certain Laurent Gbagbo, qui n'était qu'opposant, qui n'a même pas d'armée, qui n'avait rien
L'élection se déroule. Les Ivoiriens élisent Laurent Gbagbo. Le rebelle, le putschiste, le chef de l'armée, dit qu'il a gagné l'élection. Il veut donc s'imposer. Le peuple s'est levé comme un seul homme, sans que Laurent Gbagbo même ne demande au peuple de se lever, parce que l'élection était claire. Le président de la commission électorale, qui était un acteur de la société civile, M. Guy Honoré, il dit, les résultats que moi je détiens, ce n'est pas le chef de l'armée qui a gagné, c'est Laurent Gbagbo qui a gagné. Les Ivoiriens sont debout. Les militaires ont tiré. Il y a eu près de 300 morts en plein plateau à Abidjan. Mais le peuple est debout. Et le chef militaire a dû fuir. C'est un hélicoptère qui a été affrété, qui l'a sauvé pour aller le déposer dans son village, Gouessesso. Il s'appelait le général. Et quand le peuple est debout, quand le peuple sait que sa victoire lui est arrachée, il devient nerveux. Et aucun dictateur ne peut résister face au peuple. Je souhaite que ce qui s'est passé en 2000 dans mon pays arrive à toute l'Afrique pour que tous les dictateurs sachent qu'ils peuvent contrôler le pays à un moment donné, mais pas dit. Tout à fait. Merci beaucoup, Dr Boga Sako. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce débat panafricain sur Radio Canal K et sur Radio Avolete. Maître Pandé Adjaré, on va conclure ce débat. Élection frauduleuse en Afrique francophone. Les mobilisations n'arrivent que rarement à faire fléchir les dictateurs africains et le boycott des élections profite plutôt à ces dictateurs. Que direz-vous pour conclure ce débat panafricain, Maître Pandé Adjaré? Non, je voudrais dire que ce qui s'est passé en 2000 marque la fin, presque la fin de l'élection frauduleuse dans les pays africains, particulièrement dans mon pays au Togo, soit en Côte d'Ivoire, de l'autre côté en Guinée. Que les peuples se donnent les moyens, que ceux qui veulent compétir, les leaders politiques aussi se donnent les moyens pour dire qu'en fait d'élection frauduleuse, c'est fini pour cette fois-ci. Que si nous devons participer à une élection, qu'elle soit locale, qu'elle soit régionale, qu'elle soit législative ou qu'elle soit présidentielle, il faut que nous ayons des conditions minimum pour que le vainqueur soit élu vainqueur et le vaincu soit proclamé vaincu. Donc, il faut qu'il y ait des institutions qui soient à même, qui aient des coups de franche, qui donnent aux compétiteurs un minimum de garantie de transparence. Amos, je ne peux pas terminer ce débat, quand bien même il est panafricain, sans jeter un coup d'œil sur l'actualité récente de mon pays. Par rapport à Maître Pandé Adjaré, on va en parler juste après le débat panafricain. D'accord, pas de souci. Donc, pour le débat panafricain, que les peuples africains prennent conscience, mais qu'on ne soit pas résigné, qu'on ne soit pas divisé, qu'on ne soit pas divisé lorsqu'on mène un combat pour la fin d'une dictature. Mais, puisque nous sommes en dictature, qu'on se dise, qu'on donne un moyen, dire que cette fois-ci, si nous voulons, nous avons eu l'expérience des années antérieures, mais que cette fois-ci, si nous voulons nous engager dans un processus électoral, parce qu'on parle de processus électoral, ce n'est pas le jour de l'élection qu'il faut revendiquer la transparence, ni le jour de la proclamation des résultats. Le processus électoral, s'il est enclenché du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ou l'institution habilitée n'avalise définitivement les résultats, il faut que ce processus soit émaillé de transparence et garantisse la vérité des urnes. Merci beaucoup, Maître Pandé Adjaré. Je rappelle que vous êtes un des porte-parole du mouvement citoyen Togo Debout. Restez toujours avec nous pour l'actualité socio-politique au Togo, justement. On va également clôturer ce débat panafricain avec Dr Boga Sako. Je vous propose la même question pour conclure ce débat. Élection frauduleuse en Afrique francophone. Les mobilisations n'arrivent que rarement à faire fléchir les dictateurs africains et les boycotts profitent plutôt aux dictateurs africains. Que doit faire concrètement le citoyen lambda africain pour combattre ce dictateur en cette année 2021, Dr Boga Sako? Écoutez, moi je voudrais vous remettre, cher ami, pour cette belle occasion qu'on a eue. Ce n'est pas au cours d'une émission que nous allons régler tous les problèmes des oppositions, en tout cas des États africains, des souffrances
que vivent nos compatriotes lors des élections, malheureusement, qui entraînent toujours des vies humaines, des pertes en vies humaines, qui entraînent des blessés. Dans mon pays, on en a connu près une 200 lors de la dernière élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la farce électorale de M. Ouattara. Moi, je pense que l'espoir n'est pas permis. Je pense que nous sommes dans une phase transitoire où l'Afrique prend conscience, l'Afrique est debout. Tôt ou tard, on va jeter hors de l'Afrique tous les dictateurs qui s'imposent à nous. Je pense que le tournant de la Côte d'Ivoire était déterminant parce que M. Ouattara s'est montré carrément comme le pion de la Centrafrique, de la France-Afrique sur le continent africain. Et c'est celui-là même qui est aujourd'hui au cœur du franc CFA pour pouvoir sauver la face de la France à travers l'écho qu'ils ont volé aux Africains pour pouvoir le mettre encore à la disposition de la France. Si on avait réussi à éjecter M. Ouattara de la présidentielle en Côte d'Ivoire, on l'aurait réussi pour la Guinée. Et même le cas du Togo allait être un cas facile à régler. Et je pense qu'on n'est pas loin de là. C'est pour ça que mon appel que je lance aux résistants, en tout cas à l'opposition ivoirienne, c'est d'être unis. Et autant pour l'Afrique, autant pour la Côte d'Ivoire que pour le Togo ou la Guinée. Si l'opposition n'est pas unie et n'est pas debout, ce sera la victoire des dictateurs. Or, ce que je constate aujourd'hui, les peuples sont prêts à en découdre. C'est pour ça que les petites élections législatives ou locales, les dictateurs les lancent pour distraire l'opposition, pour diviser l'opposition, pour prendre le dessus sur l'opposition. Parce qu'une fois que vous rentrez dans le système, n'allez plus dire qu'il est dictateur, puisque vous participez d'une façon ou d'une autre à asseoir le règne du dictateur. Dans mon pays, je pense de bonne foi que c'est une erreur stratégique que de participer à l'élection législative sous un troisième mandat inconstitutionnel. Au moins, il faut rester dans la posture de combattre le dictateur, quitte à l'amener à un dialogue national inclusif au cours duquel on va trouver un minimum de consensus avant d'aller à des élections apaisées pour sauver des vies humaines. C'est en tant que militant des droits de l'homme que je pense comme cela et je pense ne pas pouvoir me tromper puisque le peuple ivoirien n'est pas vraiment d'accord fondamentalement avec ces élections législatives. Merci de nous avoir invités et vive l'Afrique de demain. Merci. Merci beaucoup, docteur Gervais Bogassako. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique. FIDOB, merci d'avoir participé à ce débat panafricain. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Radio à vous l'été.